Dans le cadre du cycle de conférences grand public de l'Institut d'études anciennes et médiévales, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Mme Jeanne Savard-Derry, doctorante en littérature médiévale à l'Université Laval et chargée de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi. Sa conférence s'intitule « Éditer l'amour au Moyen Âge, les héroïdes d'Ovide en moyen français, texte, processus et manuscrits ». Bonne écoute. Merci Alexandre pour cette belle introduction. Alors, bienvenue à tous et à toutes en cette belle soirée mercredi d'avril. Un grand merci à Liam de m'avoir accueilli dans le cadre de cette conférence et dans le cadre de ce cycle de conférences. Et merci au Morin Center de nous accueillir en cette belle salle. C'est quand même particulier pour moi puisque j'ai été guide-interprète en 2019. Donc, revenir ici, ça me fait quand même petit quelque chose, mais je ne vous parlerai pas aujourd'hui de la prison en bas, ni de la salle ou des laboratoires de sciences, mais d'un sujet qui me tient à cœur, un tout autre voyage, un plongeon dans le monde du Moyen Âge, dans le monde littéraire, là où l'amour de l'Antiquité prend une nouvelle voie en français. Donc, on va s'attarder à un texte bien particulier, c'est mentionné dans le titre, hein, Les héroïdes d'Ovide. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces lettres, mais elles sont en fait, ce sont des lettres imaginaires écrites donc au jeu par des héroïnes mythologiques abandonnées ou trahies. Ce sont des lettres qui, bien des siècles après leur création, elles vont être adaptées, traduites, recopiées et vont nous offrir un regard passionnant sur ce que signifie d'éditer l'amour au Moyen Âge. Avant de plonger dans les grandes figures de l'amour mythologique, je vous propose un mini détour par le 12e et 13e siècle, puisque à cette époque, on voit se développer en France un imaginaire amoureux très célèbre. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'amour courtois. Donc, c'est très célèbre dans l'imaginaire collectif. On a ce triangle amoureux, la domina, donc au centre, et on a ensuite le mari d'un côté et ensuite l'amant de l'autre. Donc, c'est un amour très, très célèbre chez les troubadours et les trouvères. C'est un amour, en fait, on va désirer sans jamais posséder. C'est vraiment un fantasme littéraire. C'est chanter l'absence, sublimer la frustration, faire de l'inaccessible le moteur même du poème, donc de cet amour courtois. Ce qu'on célèbre, ce n'est pas l'amour vécu, mais vraiment l'attente, le manque, le fantasme, un amour de loin qu'on va appeler la fine amour. Donc, cette manière de penser l'amour, c'est une sorte de forme d'élévation par la douleur du désir. Et cette vision rejoint d'une certaine façon celle des héroïdes antiques, notre cas d'aujourd'hui, où l'amour prend souvent la forme d'une quête impossible, d'un amour passionnel, brûlant, mais qui finit souvent assez mal. Donc, qui brûle plus qu'elle unit. C'est un peu notre parcours d'aujourd'hui. Par exemple, on a la lettre de Phyllis à Démophon. Phyllis, c'est la fille du roi de Thrace qui va adresser une lettre poignante à Démophon, qui lui, c'est le fils de Thésée. Bon, c'est de la mythologie antique, mais elle va l'accueillir avec générosité. Elle va lui dire elle va être une super bonne hôtesse selon les règles de l'hospitalité. Puis, elle va devenir son amante, puis lui offrir un peu son amour, ses présents, sa confiance. Mais Démophon, lui, n'est qu'un beau parleur. Et après avoir profité d'elle, jusqu'à accepter un mariage avec pour dos le royaume de Thrace, il va l'abandonner sans un mot. Et donc, Phyllis va se retrouver trahie, seule après avoir cru à une promesse qui n'en est pas une. On a aussi un autre exemple des héroïdes, la lettre de Paris à Hélène. Vous connaissez peut-être Paris, la belle Hélène, ça vous dit un petit peu quelque chose. Il y a eu une guerre à cause d'elle.
Et donc, il va y avoir une lettre, cette lettre de Paris, fils du roi Priam, qui va écrire à Hélène, justement, il va lui promettre tout, richesse, mariage, gloire. Il va lui dire que ce mariage, ce qu'il désire est soutenu par Vénus, la déesse Vénus, et l'oracle. Il va flatter sa beauté, il va la couvrir d'éloges. Mais derrière ce discours charmeur, le ton est un petit peu plus ferme qu'on le pense. Paris va insister, il ne la prendra pas de force comme Ménélas, mais par contre, il dit qu'il va partir en guerre si elle ne vient pas avec lui. Donc, c'est un peu sous pression. Une Hélène courtisée, mais sous pression. Et on a aussi un autre exemple de ces lettres, la réponse d'Hélène à Paris. Justement, c'est une réponse cinglante d'Hélène. Elle n'est pas impressionnée par tout ce qu'il y a à offrir, tous ses terres, ses richesses. Elle va refuser les insultes, rejeter les insinuations. Elle va imposer sa version des faits dans sa lettre. C'est une femme qui est en colère, qui est outragée. Et elle avoue tout de même que les paroles séduisantes de Paris, disons, elle est séduite par lui quand même un petit peu. Ça va la troubler, mais tout de même, elle ne veut pas tomber dans l'adultère. Donc, c'est un peu son combat dans cette lettre-là d'Hélène. Donc, ce soir, avec cet art d'aimer passionnel en toile de fond, on va explorer, on va parler du texte, mais de transmission aussi au fil des siècles. On va parler d'édition critique, c'est le clou du spectacle. Et d'abord, je vous propose donc une conférence en 2 temps, une exploration d'abord du contexte plutôt textuel, matériel des héroïdes, de l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge, puis une véritable immersion dans les coulisses de l'édition critique. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, passons à la première partie, découvrir les héroïdes de l'Antiquité au Moyen Âge. Les héroïdes, c'est un recueil, en fait, composé par Ovide, célèbre poète latin de l'Antiquité. C'est un recueil de 21 lettres. Donc, 21 lettres fictives, je le rappelle, même si on a un récit au jeu très intime, très intéressant, c'est fictif. Et donc, c'est un texte d'environ vieux de 2000 ans, quand même assez vieux. Le mot « héroïs » vient donc du latin au pluriel « héroïdes », mais lui-même emprunté au grec, qui veut dire « femme illustre »,« héroïne ». Donc, ce sont vraiment des lettres fictives rédigées à la première personne du singulier. Ce sont des lettres lues en fait comme des monologues intimes de femmes et de quelques hommes mythologiques qui vont adresser leurs pensées à des amants absents ou infidèles. On va y trouver toute une galerie de portraits, souvent avec le contexte de la guerre de Troie en arrière-plan. Justement, là, j'ai parlé de la lettre de Phyllis à Démophon, Paris à Hélène, la réponse, Hélène à Paris. Et donc, on a toutes sortes de portraits. On va avoir un amour qui est chaste et fidèle, on va avoir des amours passionnels, des amours interdits. Vraiment, ces 21 lettres-là sont assez riches de récits, de douleurs, de mémoires, où l'héroïne et le héros vont redevenir sujets dans une posture à la fois rhétorique, il y aura beaucoup de questionnements intérieurs, et aussi affective. On est dans des relations amoureuses. Ce qui nous amène à la réception, justement, thématique amoureuse. Canacée, d'ailleurs, c'est un amour prohibé puisqu'elle est amoureuse de son frère. Donc, on a une relation ici incestueuse. Et vraiment, elle s'en veut. Elle va même tomber enceinte. Son père va finir par la battre à cause de cela. Ça finit très mal. Mais on a aussi un amour vertueux comme Pénélope avec Ulysse. Ulysse, là, celui qui est donc le héros du récit donc de l'Odyssée. Ulysse qui, lui, part en aventure pendant 20 ans, rencontre toutes sortes de femmes, combat des monstres, et Pénélope qui l'attend seule chez elle, sur l'île à Ithaque, pendant 20 ans, lui écrit une lettre et lui dit « c'est quand tu t'en viens », en gros. Et donc, la réception au Moyen Âge, ça ressemble à quoi? Ici, vous avez une enluminure, c'est Phyllis qui écrit sa lettre justement à Démophon, supposément.
c'est imagé. Ça date d'environ de la fin du 15e siècle ou 16e siècle, donc assez vieux. Mais c'est vraiment, les héroïdes sont très importantes au Moyen Âge. Donc, on va parler, donc à partir de l'Antiquité, le texte va se transmettre de manuscrit en manuscrit, de copie en copie, et surtout par l'intermédiaire de gloses, de fragments, donc de réécriture. Elles vont circuler soit de façon autonome, donc seules, ou elles vont être intégrées à d'autres récits. Par exemple, un copiste a un récit d'amour, il trouve que l'épître, ou en fait la lettre de Phyllis à Démophon, correspond au récit qu'il est en train d'écrire. Il va donc l'intégrer à son récit, puisqu'il correspond à l'œuvre sur laquelle il travaille. Donc, elles sont ainsi transmises en latin. Elles vont devenir une matière exemplaire d'écriture épistolaire, ce sont des lettres, et aussi matière d'exemple au niveau du discours érotique dans la littérature médiévale, puisque c'est vraiment ici une thématique amoureuse. On a aussi le passage du latin au français qui s'inscrit dans une dynamique culturelle et politique très intéressant, et c'est surtout à partir du 14e siècle que la langue française devient un instrument de pouvoir et de réappropriation. Par exemple, les héroïdes, puisqu'elles sont au début latins, mais avec justement tous ces héros, disons ceux qui sont au pouvoir veulent se les approprier, puisqu'ils veulent prétendre à une descendance mythologique. Un roi, par exemple, voudrait être le descendant d'un héros de la guerre de Troie. Disons qu'on passe au rang du mythe, de légende. Donc, c'est un peu pourquoi les héroïdes vont être très, très populaires à cette époque. Donc, elles vont être traduites du latin en français au 14e siècle, en correspondance avec l'histoire de la guerre de Troie, et surtout intégrées notamment à l'histoire ancienne jusqu'à César. Donc, l'histoire ancienne jusqu'à César, c'est le premier projet d'histoire universelle en langue française. Donc, on part de la Genèse, du début de la Bible, et ensuite on passe par l'histoire des Grecs, on passe par l'histoire des Romains. Et donc, les héroïdes vont être intégrés à ce récit. Donc, pour cette tradition, 19 manuscrits sont connus. En particulier, on va en avoir 3 qui datent du 14e siècle, Royal 21, Additional et 727. Puis ensuite, on en aura 15 pour le 15e siècle, 15 manuscrits, et un manuscrit qui date du 16e siècle. Et ça, c'est la tradition des épîtres qui sont intégrées à l'histoire ancienne jusqu'à César. Donc, le manuscrit qu'on va voir aujourd'hui, qu'on va, disons, aborder en détail, c'est le Additional 25884. C'est le manuscrit, en fait, très important, non seulement dans la tradition des héroïdes au Moyen Âge, mais j'en ai fait une édition critique, et c'est d'un petit peu de cela dont on va parler aujourd'hui. Et juste avant de passer à la partie plutôt édition critique, j'aimerais vous montrer un stemma. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un stemma, ça a l'air un petit peu compliqué, mais en fait, c'est très fondamental lorsqu'on édite un manuscrit ou un texte ancien. C'est en fait une représentation graphique en forme d'arbre de différents éléments. Ici, on a des manuscrits, et ça permet justement de retracer la filiation entre les différentes copies. En fait, le mot latin, c'est un mot latin qui vient donc à l'origine, qui désigne une guirlande reliant le nom des ancêtres. Ici, c'est vraiment retracer la filiation de chaque copie pour voir en fait qui copie qui, quelles sont les erreurs qui sont propagées, quelles sont les leçons qui sont retenues, qui sont plus répandues ou plus populaires. C'est en bref une vraie enquête, mais sous forme de schéma. Et ça ici, c'est vraiment le résumé pour la tradition qui nous intéresse. On voit qu'on a le manuscrit A, qui est juste ici, dans notre tradition, le manuscrit Additional, qui se situe à cet endroit.
Donc, quand on essaie de reconstituer l'histoire des manuscrits, on commence au tout début, hein, on a un R qui est en haut à la tête. C'est en fait lui qui est considéré comme le plus vieux de la tradition. On suppose qu'il y en avait avant, d'où les petits X. Hein, on suppose qu'il y a des manuscrits, disons, perdus, qu'on n'a plus accès, qu'on n'a pas retrouvés. Mais disons que ce sont ici, ce que vous avez à l'écran, c'est ce qui nous reste de la tradition. Ensuite, on voit qu'on a un manuscrit F, hein, qui est un peu tout seul de son côté, donc c'est une branche un peu à part. Et ensuite, le reste de la tradition, manuscrit A, manuscrit S. Ici, on est rendu en 1470. Ici, on est en 1375, 1380. Donc, on voit que plus on descend et plus on s'éloigne, on avance dans le temps. Donc, ce qui est intéressant, vous avez peut-être remarqué, à côté du manuscrit A, on a le manuscrit S. C'est qu'en fait, le texte est très proche. On va en reparler un petit peu. Mais disons, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont été produits tous les deux dans des ateliers parisiens et que le texte est assez, justement, similaire. C'est pour ça qu'ils sont, disons, côte à côte. Et ensuite, le manuscrit D, qui va être très important aussi, lui, il est un peu plus tardif et justement, on va le voir, je vais vous donner des exemples, mais il est justement, le texte s'est transformé au fil du temps. Et maintenant, hein, qu'est-ce qu'une édition critique? Là, je vous parle de stéma, je vous parle des héroïdes, mais en fait, partons hein, de la base, petite pause. Vous êtes-vous déjà demandé comment un livre comme Germinal ou Les Fleurs du Mal hein, se retrouve sur nos tablettes de librairie? Ici, je ne parle pas de l'arbre qui a été utilisé, je ne parle pas non plus du camion qui a été employé pour le transporter, mais je parle vraiment d'un travail un peu plus invisible, l'édition critique, comme c'est inscrit à l'écran. Donc, il ne suffit pas juste d'avoir un manuscrit pour qu'un texte soit accessible, il s'agit vraiment, il faut l'éditer, il faut des gens, des scientifiques qui vont le transcrire, l'étudier, l'analyser, le commenter. Parfois, on va même avoir des traductions si la langue du texte est très ancienne. Donc, c'est vraiment un vrai travail d'enquête littéraire. L'édition critique, c'est ce qui permet donc à un manuscrit de devenir un livre imprimé ou numérique. Ça permet en fait de le remettre en circulation. Je ne pense pas que tout le monde s'en va consulter des numérisations de manuscrits en ligne ou s'en vont à Paris pour consulter des manuscrits. C'est plutôt rare. Et donc, l'édition critique, ça permet à tout le monde, au public, d'accéder à ces œuvres qui auraient été autrement juste lisibles pour quelques érudits, dont moi. Donc, imaginez que vous travaillez sur un manuscrit de Zola. Le manuscrit de Zola, il est écrit, je ne vais pas dire en pâte de mouche, mais c'est vraiment à l'encre, hein, c'est pas très lisible. Pourtant, on parle du 19e siècle, donc un petit peu plus contemporain pour nous. Mais la première étape, c'est vraiment un travail de détective. Donc, il faut devenir expert, il faut être capable de déchiffrer cette écriture-là, déchiffrer les mots. Et ensuite, une fois qu'on a compris la calligraphie, il faut savoir aussi repérer les ratures. Des fois, on va avoir des ratures, on va avoir des ajouts, des corrections hein, que l'auteur ou le copiste fait directement sur la page. Donc, c'est vraiment un travail d'attention et de patience. Une fois qu'on a réussi à lire le texte, là, il faut le transcrire. Donc là, on va le retaper mot pour mot à l'ordinateur ou peu importe votre moyen de communication, votre outil. Mais il faut le taper mot pour mot en suivant un protocole qui a été préétabli, qui a été réfléchi. Et ensuite, donc, ça peut être dans un logiciel, par exemple, moi j'utilise Word tout simplement, en Times New Roman, une police assez bien lisible, 12 points. Donc, tout ça pour dire, on passe d'un texte un peu illisible pour le commun des mortels à un texte lisible pour tout le monde, hein, le but étant de pouvoir le relire, l'analyser, mais surtout le partager. Donc, une fois tout ce travail, on va aussi avoir une partie d'analyse, de commentaires critiques.
On va pouvoir parler soit du contenu, soit justement, je vous ai montré le stemma, on va parler des différentes filiations entre les manuscrits. On va pouvoir parler de la langue de l'époque, le style de l'auteur, hein, ça c'est très... ça dépend des maisons d'édition. On peut parler aussi du contexte historique. Et donc, ce sont des outils assez pratiques, justement pour aider la lecture. Et donc, c'est vraiment tout ce processus éditorial qui me passionne. Hein. Ce que je trouve vraiment beau, c'est de rendre, justement, cette idée de rendre accessible un texte qui ne l'était pas. Et donc, ce sera maintenant la deuxième partie de la conférence, l'édition critique d'un texte médiéval. C'est un petit peu différent de manuscrits de Zola, puisqu'on a une langue qui est quand même beaucoup plus ancienne. Je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc, la littérature médiévale, hein, c'est vraiment, on a encore Phyllis ici. Je ne sais pas pourquoi elle était assez populaire dans les enluminures. Et donc, elle est dans une rivière ici, se fait retenir hein, par ses suivantes. Et donc, les textes médiévaux, c'est vraiment un autre monde. On n'a pas cette idée-là d'authenticité ou d'auteur. Vraiment, on peut prendre une copie et la recopier, ôter des bouts. On dit « Ah, ce bout-là, c'est vraiment ennuyant. » Je l'ôte, je supprime 4 pages. Ou je peux aussi réécrire un passage que je trouve qu'il manque de détails. Donc, on n'est vraiment pas du tout dans l'authenticité moderne. On va parler de mouvance des textes. Hein, les textes bougent. Chaque copie, en fait, est une variation, est une version légitime. Ce qui est aussi important de comprendre pour l'édition critique d'un texte ancien, c'est que pendant longtemps, la philologie visait souvent des manuscrits, en fait, ceux qui étaient les plus beaux, ceux qui étaient les plus soignés, ceux qui étaient superbement ornés, richement ornés, les plus anciens, les plus complets. Mais la nouvelle philologie va en fait favoriser tous les témoins. Donc, on parle, même si on a un brouillon, si par exemple il y a des trous, si on a une copie imparfaite, on ne va pas la considérer comme mauvaise. On peut quand même choisir de l'éditer. Donc, vraiment, la belle copie est autant valable, autant légitime que la mauvaise copie, donc selon cette nouvelle philologie. Donc, en fait, on ne cherche plus le bon texte, mais on va comprendre le texte comme un organisme vivant, en transformation continue. Donc, une fois qu'on a choisi le texte qu'on veut éditer, alors aujourd'hui, hein, on veut éditer les Héroïdes d'Ovide, et donc, on va faire aussi le tour des études critiques déjà existantes. On va véritablement passer à l'édition critique. Et juste pour vous mentionner, mais pour les textes médiévaux, on a un support d'écriture qui est différent. Ce sont donc les manuscrits, mais autrement dit, c'est souvent des textes copiés à la main, mais sur du parchemin. Et le parchemin, c'est fait donc soit de peau d'animal, en fait, de mouton, de chèvre, au choix, hein, selon ce qu'il y avait à l'époque. Et c'est sur ce parchemin donc, qu'étaient préparées les copies. Donc maintenant, choisissons notre manuscrit. Et la photo que vous avez juste ici, c'est le manuscrit A dont je parlais tout à l'heure. Donc j'ai volé une petite photo, je n'étais pas supposée. Mais bon, je n'ai pas mis de flash, donc il n'y a pas eu... personne n'est mort. Donc, pour faire une édition moderne, il faut d'abord choisir le manuscrit. Donc, moi, j'ai choisi celui-là. C'est ce qu'on va appeler le manuscrit de base. On va choisir à partir de stemma, dont je vous ai montré tout à l'heure. Et on va ensuite aussi le choisir à partir de critères de production et de réception. Donc, les manuscrits, comme je le disais ici, oui, c'est ça, manuscrit A, ça, c'est notre choix d'aujourd'hui. Hein. C'est encore une fois une image de ce manuscrit. C'est celui que j'ai décidé d'éditer. Donc, je me suis d'abord basée sur une approche, en fait, qui comprend des éléments liés à la production, donc comment ils ont été copiés, et des éléments de réception, comment ils ont été utilisés, comment ils ont été transmis. Et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble à partir de ce manuscrit. Donc, le manuscrit A, il date
comme je le disais, du 14e siècle. C'est une production parisienne. C'est aussi, en fait, il est très intéressant puisqu'il va regrouper les lettres de façon autonome. Donc, les héroïdes ne seront pas juste dispersées à travers un récit. Elles vont être regroupées, un peu comme le faisait le recueil de l'Antiquité. Donc, en un seul bloc. C'est pourquoi ce manuscrit-là est très particulier et très intéressant. Et c'est le manuscrit de base, donc, pour cette édition critique. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle les manuscrits de contrôle. Donc, on va choisir 2, 3, 4 manuscrits qui vont nous aider à tester, disons, à contrôler le manuscrit de base, à vérifier, voir est-ce qu'il y a différentes leçons ou est-ce les mêmes leçons, donc, d'une année à l'autre, d'un manuscrit à l'autre. Moi, j'ai choisi, pour mon cas, le Sto 54, qui date du début du 15e siècle, et le Dus 353, un peu plus tardif, hein, vers 1470. Donc, on parle d'environ 70 ans d'écart. Les deux sont produits en France et le Sto 54, il est produit aussi à Paris. Donc, si on commence par le premier critère, hein, la production du manuscrit A, c'est là des aspects les plus intéressants du manuscrit, c'est ce qu'on va appeler sa facture. Autrement dit, hein, la qualité matérielle du manuscrit. Donc, pourquoi ce manuscrit est intéressant? Là, peut-être que vous ne le verrez pas, mais disons qu'on a une calligraphie très soignée. C'est la calligraphie que vous avez juste à l'écran. Peut-être que vous allez trouver ça un peu difficile à lire, mais pour les standards de l'époque, c'est assez soigné, assez lisible. Et donc, c'est ce qu'on va... on va parler ici d'une écriture en gothique cursive. Donc, une fois qu'on est à l'aise avec l'abréviation, la forme des lettres, donc, ça devient facilement lisible. Juste pour vous montrer un exemple, ici, on a juste en haut, « À toi, Ulysse, lent et... » vous avez une espèce de petit signe. En fait, c'est une abréviation pour le « et ». On a aussi ici A-U-T avec une espèce de ligature, donc « autre ». Donc, il faut décortiquer les abréviations, mais une fois que c'est fait, ça se lit quand même assez bien. Mais donc, c'est le travail de quelqu'un qui fait une édition. On va avoir donc des abréviations, on a des titres, on a tout un écosystème hein, linguistique. Et donc, c'est à l'éditeur ou l'éditrice hein, de faire ce travail. Je vais vous montrer ici, en fait, pour le manuscrit A, pour terminer, hein, on a des feuillets qui sont intacts, qui ne sont pas mangés par les vers. Des fois, on arrive, on a des manuscrits, il y a des trous. Il y a des petits vers qui sont passés. Il y a des manuscrits qui ont des maladies. Des fois, ils sont mis en quarantaine. Ça n'avait pas arrivé à moi, mais j'ai une collègue, c'est vraiment arrivé. Elle ne pouvait pas voir son manuscrit, il était mis en quarantaine. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y avait. Mais donc, c'est possible. Je ne vais pas dire que c'est un organisme vivant, mais disons que ça bouge, en tout cas. Mais moi, mon manuscrit, il était super soigné. Pas de trous, pas de grosses rayures non plus. Des fois, on a des pages déchirées. Ce n'est pas le cas ici. Donc, on a un très bon état de conservation. C'est assez rare, hein, puisqu'on va parler, c'est vieux de 700 ans. Donc, ici, je vous montre un exemple. C'est à quoi ça ressemble. Donc, ici, je vous l'ai marqué en rouge. Hein, cet épître envoya Pénélope à Ulysse, son mari. C'est ce que vous avez en rouge ici, c'est le titre. Donc, ce qui est très intéressant avec ce manuscrit, c'est qu'on est en moyen français. On a parlé d'un des critères hein, de choix de manuscrit. Ça peut être notamment des critères donc, de production. Ici, on est au 14e siècle. Le moyen français, c'est donc la langue du 14e siècle pour cette époque, pour ce manuscrit. Et c'est très intéressant d'un point de vue linguistique. Pourquoi? C'est que souvent, on va avoir des éditions en ancien français, donc un petit peu plus 12e, 13e siècle.
et ça va être des éditions qui sont bilingues, puisque la langue est très ancienne. Ça serait très difficile pour n'importe qui de lire ces textes. Et donc, on a d'un côté le vieux français et de l'autre, on a donc le français moderne pour nous aider à comprendre ce texte. Le moyen français, c'est un petit peu plus tardif, c'est plus proche du français moderne. Donc, on ne fera pas de traduction, on va véritablement transcrire le texte. Donc, comme je disais, mot pour mot, qu'est-ce que je vois ici? On a les pucelles de Grèce, et donc c'est ce que vous allez avoir dans l'édition. Justement, je vous l'ai mis ici. Ancien français, on va avoir des éditions bilingues. Moyen français, on a plutôt, de façon générale, des éditions unilingues. Je vous montre, c'est justement l'exemple qu'on avait ici. Maintenant, une petite parenthèse sur le paratexte. En fait, qu'est-ce que le paratexte? C'est vraiment tout ce qui est titre, illustration, en marge, tout ce qui est autour du texte. Donc, ça peut être aussi des préfaces, des intertitres. Dans certains manuscrits médiévaux, on va trouver justement des éléments ajoutés, hein, des signes, des petits dessins. Pour le manuscrit A, comme je disais, très soigné, très sobre. Vous le voyez à l'écran, là, on a peut-être quelques petites taches d'humidité, mais sinon, on n'a pas de dessin en marge, on n'a pas de petites mains. Des fois, on va avoir des signes de main pour dire ce passage-là est important, ou des fois, on va avoir des corrections dans les marges. Ici, ce n'est pas le cas. Mais je voulais vous montrer un exemple où c'est le cas, et c'est justement mon manuscrit de contrôle, le manuscrit douce. Alors voilà, d'abord, on est sur une colonne, et ensuite, dans les marges, ça, c'est deux pages différentes, on a des petits dessins là, de monsieur, on a une espèce de ligature qui rentre dans la bouche, hein, juste ici, en haut. Et donc, c'est ce que vous avez donc, dans ce manuscrit qui est un peu, justement, un peu moins soigné, un peu luxueux, hein, c'est ce qu'on peut, déduire. Donc, comme quoi, hein, les petits doodles dans les cahiers de maths de secondaire, hein, ça date pas d'hier. Certains copistes devaient s'ennuyer, j'imagine. Hein. Et donc, on fait ces petits gribouillages hein, pour peut-être passer le temps. Et donc, une fois qu'on a tout regardé ces éléments, un paratexte, qu'on a regardé des éléments de production, de réception, on en vient à ce qu'on appelle l'approche éditoriale. Hein. On doit choisir une méthode, et surtout pour la littérature médiévale. Donc, on va former notre protocole, on va décider hein, d'une méthode claire, un protocole précis qui vont nous guider tout au long de notre travail de transcription. Donc, ça peut concerner, par exemple, la ponctuation, des accents, des erreurs manifestes dans les copistes. J'ai fait l'exercice moi-même, mais on peut faire des fautes, des coquilles. Dans les manuscrits, vous en avez aussi. Et donc, si on connaît assez bien le texte, on peut justement opérer ces interventions-là. Donc, quand on établit un texte ancien, il y a vraiment deux grandes contraintes à garder en tête. Et je reprends ici les mots de Frédéric Duval, grand spécialiste, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre la fidélité au texte source et la fidélité au lecteur ou à la lectrice d'aujourd'hui. Autrement dit, il faut rester proche du texte original sans pour autant rendre la lecture impossible. Si je vous mettais juste des images du manuscrit, je ne pense pas que ce serait lisible pour beaucoup de monde. Donc, c'est un petit peu les contraintes hein, en tant qu'éditrice auxquelles j'ai fait face. Et c'est pourquoi j'ai priorisé donc des interventions minimales. Donc, j'ai vraiment essayé de garder l'essence du texte de mon manuscrit, mais tout de même, j'ai voulu le rendre lisible. Et c'est pourquoi je suis intervenue notamment pour l'accentuation, pour des cas de ponctuation. Il faut savoir que la ponctuation ne correspond pas du tout au français moderne, donc à cette époque. Et c'est pourquoi j'ai je suis intervenue sur ce point. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que justement, Pascal Bouguin et Françoise Veillard ont déjà dit dans une des manuels hein, d'éditeurs,
les lecteurs médiévaux avaient leurs propres aides à la lecture, les remplacer par les nôtres est légitime. Et donc, quand j'interviens sur le texte, c'est toujours pour aider la lecture, tout en essayant de respecter un maximum le sens d'origine. Ce qui nous amène à notre protocole éditorial. Donc ici, vous avez un exemple. D'un côté, on a notre manuscrit d'origine en lettres gothiques cursives, difficilement lisible pour les gens, disons, normaux. Et voici qu'est-ce que ça peut donner. En Times New Roman, 12 points, dans notre petit document Word. On a ici, vous voyez, comme folio, donc 153 verso B. Donc, façon de dire, on est rendu où dans le manuscrit. Hein, les pages sont numérotées. Et ensuite, vous avez le texte. Donc, toutes sortes de règles précises que moi, j'ai établies avec mon protocole et qui m'a permis justement d'arriver avec un texte quand même assez lisible. Je ne dirais pas que c'est facile, mais c'est beaucoup plus facile que le manuscrit directement. Donc, une fois que la méthode et le protocole sont définis, on passe véritablement à la transcription. Une fois que la transcription est faite, hein, on va aussi avoir justement des variantes qui vont être relevées des différents manuscrits de contrôle. Donc, les manuscrits de contrôle sont vraiment là pour comparer, pour vérifier la leçon du manuscrit de base. C'est à ce moment qu'on va relever toutes les différences entre eux. Donc, selon les règles qu'on a fixées dans notre protocole, on va regarder est-ce que l'orthographe est différent, est-ce qu'on a des signes, des codes graphiques qui sont différents, est-ce qu'il y a des passages qui ont été réécrits. Donc, c'est un peu ça qu'on va étudier avec les variantes. On va les insérer dans ce qu'on appelle l'apparat critique. Hein. L'apparat critique, c'est justement les variantes, le glossaire. Le glossaire, ça nous aide à démêler des mots plus difficiles, justement nébuleux, qu'on n'est pas certain de comprendre. On va aussi avoir un index des noms propres, des noms de lieux, parce que beaucoup de monde, hein, on parle de mythologie, donc on a des dieux, des déesses, des noms de lieux, disons qu'on n'a pas l'habitude. Et donc, c'est pour ça qu'on a un index pour pouvoir s'y retrouver donc, dans ces textes. Je vous montre justement ici à quoi ça ressemble. Protocole éditorial, donc on va avoir l'accentuation, la typographie. Par exemple, à l'époque, donc au 14e siècle, on n'a pas de cécédille. Pour la lecture moderne, ce serait un peu difficile de ne pas mettre de cécédille, puisque sinon, peut-être qu'on pourrait lire ské comme en quai. Là, on ne serait pas certain vraiment de est-ce qu'on a affaire à un verbe, est-ce qu'on a affaire à tel ou tel mot. Et donc, le cécédille permet de justement clarifier la lecture. La même chose pour les i et les j. On va parler de dissimulation, mais il n'y a pas vraiment de différence entre le i et le j, entre le u et le v. Donc, nous, on a décidé dans notre édition de les différencier pour faciliter la lecture. L'apparat critique, donc ça ressemble à ça, ça va être en bas donc de ma page Word. Vous avez les variantes ici et ensuite vous avez une section contexte qui va nous donner des indications. Des fois, il y a des passages qui ne sont pas tout à fait clairs. Et donc ici, justement, à la ligne 30-31, j'éclaircis un passage. Je dis, finalement, le copiste, soit il s'est un peu mêlé ou soit la formulation n'est pas claire. Et donc, je clarifie justement le passage. Un exemple de variante, à quoi ça peut ressembler? Je sais que là, je parle de variante, c'est pas nécessairement, c'est difficile peut-être à imaginer. Donc, vous avez un exemple. On a notre manuscrit A en haut, à celle malaventure et à aussi froide des parties, etc. On a notre passage. L'important ici, c'est pas de tout comprendre, mais de remarquer que le manuscrit S, lui, va ôter le mot des parties. Et donc, moi, c'est ce que je dois noter. Le manuscrit D, je le rappelle, il date de 1470, donc environ 70 ans d'écart avec notre manuscrit A. On voit que lui, il a ajouté, en vert ici, il a ajouté la préposition A, il a ôté être départi, il l'a changé en départir, et donc il a changé le temps de verbe. Et ensuite, tout ce qui est en bleu,
En fait, l'essence du passage est le même, mais c'est vraiment changé. Donc, on va avoir des inversions, c'est pas tout à fait la même formulation. Donc, moi, c'est un peu ce que je relève avec les variantes. Donc, c'est vraiment au mot près. S'il y a une virgule différente, s'il y a un point différent, un mot différent. Donc, ça, c'est mon travail d'éditrice, hein, de repérer ces variantes-là, ces différences-là. Et pour aider encore plus, hein, on est ici vraiment dans l'aide à la lecture. C'est pas tout le monde, hein, qui se rappelle, ah oui, Phyllis et Démophon, voici ce qu'ils ont fait. Et donc, il y a un résumé du récit avant chaque épître. Là, vous en avez un exemple pour aider justement à se rappeler de chacune, disons, des protagonistes et des actions, la narration de chacun des récits. Ici, ce qui est vraiment intéressant, par exemple, vous avez Phyllis à Démophon. On revient un petit peu à cette lettre, c'est qu'on va avoir différents liens narratifs entre les lettres. Et vous avez, par exemple, ici, une variante très intéressante. On va avoir la mention de la chevalerie de Thrace. Donc, on se rappelle, il n'y a pas de chevalier dans l'Antiquité, mais le récit, une fois au Moyen Âge, tout d'un coup, il y a eu la chevalerie de Thrace. On va avoir aussi des barons, des dames, un dieu chrétien et aussi la fine amour, hein, j'ai parlé au début, va être mentionnée. Cette fine amour des troubadours, des trouvères, va être mentionnée dans un récit pourtant antique. Donc, il va y avoir ces petits changements-là opérés qui sont très intéressants. Et on va avoir donc ce jeu d'écho entre chaque lettre. Donc, c'est un indice qui est très précieux sur justement le contexte sociopolitique dans lequel la version a été rédigée. Et enfin, dans la continuité de l'apparat critique, comme je disais, on retrouve un glossaire pour les termes un peu plus compliqués et aussi un index des noms propres. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ici, c'est le mot tel que vous le retrouvez en gras dans le texte. Et justement, si vous êtes Adrienne, hein, vous n'êtes pas certain, est-ce que c'est vraiment Aria ou c'est un autre personnage? Ici, vous avez donc la référence entre crochets, la référence moderne. Pour essayer justement de se démêler, hein, avec ces noms de lieux et ces noms propres. Donc, non seulement le but ici, c'est que le texte soit lisible, mais que le contenu soit compréhensible aussi. C'est vraiment d'aider le lecteur ou la lectrice, hein, dans toutes ces sphères-là pour le texte des héroïdes. Et comme cas concret, on va avoir par exemple, j'ai remarqué une coupure à l'épître 6. Je parlais de modifications, hein, qu'on pouvait apporter au texte. L'épître 6, tout d'un coup, on a une grande coupure à la fin. Je ne sais pas si le copiste a trouvé ça plate, mais disons que ça a été coupé. On va avoir une confusion entre Ajax et Télamon à l'épître 8. Donc, le copiste a vraiment, disons, a mêlé ces deux personnages par rapport au texte antique. On va avoir des noms propres métamorphosés, comme île de Nélé au lieu de fils de Nélé. Donc, on passe du fils à une île. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ici, on parlait du roi de Pylos, Nélé, à l'épître 2. On va aussi avoir, et ça, je pense que c'est une de mes préférées, Paris, à l'épître 5, va préciser qu'Hélène est simple et idiote. Dans la version antique, il disait qu'elle était ingénue, un peu naïve. Et dans la version médiévale, elle est rendue simple et idiote. Donc, assez comique. Donc, cela pose la question de la compréhension du latin par le copiste, hein, vraisemblablement. Des fois, il y avait des petites erreurs, mais aussi son intention d'écriture, comme la coupure, hein, à l'épître 6. On peut peut-être avoir aussi des stratégies de réécriture qui peuvent être opérées au-delà de la simple erreur ou la coquille, ou la mélecture. Et donc, voilà, on vient de parcourir ensemble, hein, du choix du manuscrit jusqu'au glossaire, jusqu'à l'index. Vous avez désormais toutes les étapes, hein, pour constituer une édition critique d'un texte médiéval.
C'est vraiment un travail minutieux, exigeant, mais vraiment passionnant puisqu'il permet de faire revivre les œuvres d'une époque antérieure, des œuvres un peu oubliées, et rendre accessibles à des nouveaux lecteurs des siècles plus tard. Et pour terminer cette conférence, je vous montre un peu à quoi ça ressemble à une consultation sur place. D'un coup que vous seriez à la British Library à Londres ou encore à Oxford. Ici, j'ai consulté le Additional 25 884 et le STO 54 à la British Library. C'était vraiment un moment inoubliable. Et bon, j'ai encore volé des photos, là, je n'étais pas supposée, mais c'était tellement extraordinaire. On ne porte pas de gants, hein, les gants blancs dans les films, ça n'existe pas puisqu'en fait, on perd la sensibilité qu'on aurait. Et justement, le but, c'est de ne pas déchirer le parchemin. Et donc, on a nos mains nues et on peut toucher justement les manuscrits. Donc, ça ressemble à ça. Souvent, ça va être dans des boîtes. Il y a une odeur, je dirais, je ne sais pas si c'est de l'humidité, sûrement un petit peu. Il y a une odeur assez particulière qui n'est pas désagréable. Et c'est vraiment une expérience formidable. Et je vous montre ici, ça c'était à Oxford, c'est le manuscrit douce que j'ai consulté. Et vous pouvez remarquer justement ce qu'on appelle des réglures. Les copistes n'écrivaient pas droit tout seul comme ça. Ils s'aidaient donc d'un système justement de réglures qui parfois étaient effacés par la suite. En conclusion, donc, on a voyagé ensemble à travers les siècles, à travers des lettres d'amour mythologiques, à travers des manuscrits, des petits doodles, des erreurs devenues variantes. Donc, j'espère vous avoir transmis ne serait-ce que, oui, ma passion pour ce travail minutieux, mais aussi vous avoir fait comprendre que ce n'est pas juste du déchiffrage, que vos livres d'Émile Zola ou de peu importe les auteurs n'arrivent pas par magie sur les tablettes de librairie. Il y a vraiment tout un travail très important qui est fait. Et l'édition critique, justement, ça permet de rendre accessible une œuvre et de l'inscrire dans l'histoire littéraire, l'histoire aussi linguistique, pour des époques plus anciennes. Donc, ce n'est pas juste restaurer une version figée, c'est vraiment faire revivre un fragment d'histoire, peut-être perdu, redonner la parole ici à des héroïnes et des héros oubliés. C'est vraiment un travail d'amour du texte, de transmission et de mise en lumière de voix anciennes. Et en même temps, c'est une manière de contribuer à l'enrichissement de la langue française. Donc, merci beaucoup de votre écoute et maintenant, je suis toute oui si vous avez des questions. Thank you.